Alors cette présentation, selon plusieurs angles, est totalement empirique. Mais bien sûr, elle n'est pas fausse pour autant, j'allais dire au contraire. Il s'agit, dans mon esprit, d'analyser le contenu, si on peut dire, des cibles du marketing RH. Il y a donc un premier angle qui est déterminé par la position chronologique ou spatiale, si on veut, ou chronologique et spatiale. Je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. La position de la cible par rapport à la firme. Le second angle, on va en reparler, est défini par la situation de l'offre par rapport à la demande, offre d'emploi et demande d'emploi. Donc des raretés relatives ou absolues et des différents marchés du travail. On va en redire quelques mots. Position chronologique ou spatiale, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on considère que la firme est à un endroit particulier, par exemple là, le collaborateur ou futur collaborateur va être dans différentes situations par rapport à la firme. Il va peut-être se situer très nettement en dehors de la firme. Euh, il n'est donc pas collaborateur, bien sûr, ni même peut-être futur collaborateur. Il n'est peut-être même pas en âge de travailler. Imaginons par exemple un jeune lycéen qui ne connaît pas vraiment la firme et ne sait pas encore qu'il postulera pour un emploi dans X années pour cette firme. On pourra par exemple l'appeler ou le désigner par un point d'interrogation. Ou bien le futur collaborateur va être devant la porte d'entrée de la firme et sera donc très proche de la firme sans pour autant y être vraiment. Ou bien alors le collaborateur sera dans la firme mais à peine recruté. Il y aura alors une autre problématique hein, qu'on verra qui sera celle de l'intégration du néo-collaborateur, si on veut, dans la firme. Enfin, quatrième situation du collaborateur, il sera intégré dans la firme et la problématique sera celle de la fidélisation. Donc si on reprend et on résume, dans le premier cas, la firme va essayer d'attirer la personne. Mais les stratégies, voilà encore un terme militaire, dépendront en fait de la distance, si on peut dire, entre la personne et la firme. Les buts et les moyens ne seront pas les mêmes pour intéresser un lycéen de seconde, un jeune lycéen, donc, ou un étudiant en master. Ou encore le collaborateur déjà expérimenté qui appartient à une autre firme et qu'on cherche à faire venir chez soi, à débaucher en quelque sorte. Dans le deuxième cas, la personne sera vraiment intéressée par un emploi proposé par la firme ou bien fera une candidature spontanée. Mais elle devra encore, entre guillemets, franchir la porte d'entrée, comme je dis. Alors, cette entrée hein, dans la firme pourra se faire par être lié, subordonné à des épreuves de sélection, à un concours, pourquoi pas, à des entretiens, à des tests, à un parrainage ou toute autre forme légale, je dirais, de sélection. Dans le troisième cas, ça va être l'intégration. Le collaborateur, comme vous le comprenez, a été recruté après donc un processus de sélection qui est propre à la firme.
et il faudra l'intégrer après un nouveau processus, là aussi, cette fois de formation, ou plus généralement d'initiation, hein, plus ou moins long, et donc c'est une phase d'intégration. Cette intégration qui peut être plus ou moins longue, qui peut être, comment dirais-je, se passer pendant la période d'essai. Vous savez que les périodes d'essai en matière de contrat de travail, du moins en France, sont pour les contrats à durée indéterminée proportionnels au niveau de recrutement et à les difficultés supposées de l'emploi. Donc on peut avoir des périodes d'essai qui peuvent être relativement longues, par exemple pour des cadres. Et donc, dans le cadre de la période d'essai, il peut y avoir cette période de formation, d'initiation et d'intégration, si vous voulez, du nouveau collaborateur. Alors cette intégration va conduire le collaborateur à une quatrième situation hein, par rapport à la firme, qui sera celle hein, du collaborateur qu'on souhaitera conserver ou fidéliser. Alors quatrième cas, hein, donc, le collaborateur est intégré, la firme doit s'efforcer ou devra s'efforcer de le conserver pour qu'il ne parte pas. Encore une fois, pour éviter le turnover et ses conséquences, pour éviter la perte d'informations, pour que la firme, avec le travail du collaborateur dans la firme, puisse rembourser, entre guillemets, les coûts occasionnés par la formation, l'initiation, etc. Pour éviter aussi des coûts de recrutement et de formation d'un nouveau collaborateur en remplacement de celui qui aurait quitté la firme trop tôt, si vous voulez. Donc il y a plein de motifs qui militent pour que le collaborateur reste dans la firme, y compris donc bien sûr des motifs strictement économiques et pas simplement des motifs d'image que la firme souhaite conserver en mettant une entreprise où il fait bon travailler, si vous voulez. On voit sur cette diapositive donc qu'il y a deux grands types principaux de positionnement du collaborateur par rapport à la firme. Il y a une première catégorie, une grande catégorie, si vous voulez, un grand type principal où le collaborateur, ou plutôt le futur collaborateur, ou encore même le collaborateur potentiel ou en puissance, est en dehors de la firme. Et une deuxième grande catégorie, ou grand type de situation où le collaborateur est dans la firme. Alors cette présentation présente un caractère spatial. Hein, c'est la situation du collaborateur dans l'espace. Hein, il est en dehors de la firme ou il est dans la firme. Mais ça recouvre aussi très généralement une position dans le temps, ou chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, le candidat est non seulement hors de la firme, et à ce moment-là, bon, c'est une position spatiale, mais par définition, il est avant d'entrer dans la firme. Quand il est hors de la firme, c'est qu'il est avant d'entrer dans la firme, s'il se destine à rentrer dans la firme. Et là, c'est une position chronologique. Et quand il est dans la firme, position spatiale, c'est qu'il y est entré, si vous voulez, position chronologique. Or, par simplicité, hein, on assimilera tout simplement les deux termes, hein, chronologique et spatial. Je pense que ça devrait coller comme ça. Vous voyez un peu l'idée, donc imaginons la firme au centre du dispositif et des cercles concentriques autour pour savoir comment se situent les futurs collaborateurs et les collaborateurs par rapport à la firme. Et puis une fois qu'ils sont dans la firme, ils peuvent être soit dans le couloir d'entrée ou très, très près de l'entrée, mais dans la firme. Et à ce moment-là, c'est la phase d'intégration. Soit ils peuvent être au centre de la firme et ils sont totalement intégrés et la problématique sera de les fidéliser, comme vous avez compris. Alors, dans cette diapositive, vous voyez que du point de vue du marketing RH, la firme ne traitera pas de la même manière le collaborateur selon sa position, chronologique ou spatiale, ou chronologique et spatiale, hein, si on mélange les deux. Selon la position du collaborateur vis-à-vis de la firme. Alors dans cette diapositive, justement, on a quelques questions par lesquelles j'invite les étudiants à réfléchir sur ces aspects, justement. Alors le futur collaborateur de la firme peut être très très loin de la firme, au point de comme je l'ai indiqué précédemment, de ne pas être intéressé par la firme.
ou de ne pas savoir qu'il sera intéressé par la firme dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ni même connaître la firme, ni être en âge de travailler, ou il peut être tout simplement en études secondaires normales. Bon, il n'y a pas de... c'est notre point d'interrogation. Les stratégies dans ce cas-là à mettre en œuvre par la firme ne vont pas être les mêmes selon que le futur collaborateur est prêt à entrer dans la firme et doit passer des tests ou des entretiens d'embauche, ou selon que le collaborateur est encore étudiant ou stagiaire, ou encore plus loin, selon que le collaborateur, comme je l'indiquais, lycéen, ne connaît pas la firme. On n'a même aucune idée, comme ça arrive souvent, aucune idée précise de ce qu'il veut faire plus tard. Donc la question de l'âge et de l'expérience importe également. Ça, c'est un facteur important. Vous avez dans la diapositive quelques aspects sur lesquels il faut réfléchir, faut que vous réfléchissiez pour aller un tout petit peu plus loin et qu'on puisse en parler en cours. L'intérêt de l'approche chronologique et spatiale est relativement simple. D'abord, ça met le collaborateur ou la cible au centre de la démarche de marketing RH. Mais on va avoir quelques difficultés. Première difficulté, vous vous souvenez que dès le début du cours, j'ai employé les termes génériques de collaborateurs, de futurs collaborateurs pour désigner les cibles du marketing RH mis en œuvre par l'entreprise. Comme je viens juste de le rappeler, ces termes sont centraux dans le marketing ressources humaines, mais ce sont des termes que j'utilise, je dirais, par défaut, car on ne peut pas nécessairement réduire le sujet d'étude au seul salarié, et le terme salarié vise une situation juridique précise, à savoir les personnes qui sont titulaires d'un contrat de travail. Donc la personne en cours de recrutement n'est pas salariée déjà, le candidat à l'emploi n'est pas salarié, le lycéen ou l'étudiant en études ne sont pas des salariés, une personne qui travaille dans l'entreprise n'est pas non plus forcément un salarié au sens strict, mais peut-être un stagiaire, un apprenti, un prestataire de service, un travailleur temporaire, quoi d'autre encore, je sais pas, un travailleur détaché, etc. Ou même toute autre personne qui doit être mentionnée sur le registre unique du personnel. Donc on a un spectre, je dirais, relativement large de personnes au service de l'entreprise qui ne sont pas nécessairement des salariés au sens propre. Il y a donc des situations juridiques très, très diverses qui relèvent majoritairement du salariat, mais le salariat ne couvre pas toutes les situations. Et puis, naturellement, à l'extérieur de l'entreprise, la plupart des situations des futurs collaborateurs ne relèvent pas d'un lien de salariat avec le futur employeur. Alors, les termes génériques de collaborateurs et de futurs collaborateurs sont des facilités de langage, mais il faut retenir que ça couvre des situations juridiques très, très diverses. Ça, c'est la première difficulté que je voulais signaler parmi quelques-unes. La deuxième difficulté est la suivante. Les positions dans le temps et par rapport à la firme vont jouer sur ces situations et donc sur l'identification des cibles du marketing RH. Non seulement la situation juridique qu'on vient de décrire, à savoir le statut de salarié ou pas de statut de salarié, non seulement cette situation importe pour définir une stratégie de la firme propre à chaque type de collaborateur et de futur collaborateur, mais ça va aussi dépendre de la position du salarié ou du futur salarié, j'allais dire dans l'espace et dans le temps, par rapport à la firme, c'est-à-dire la vision spatiale et la vision chronologique, comme je l'indiquais. S'agit-il de quelqu'un qui est complètement loin de la firme, je dirais, un point d'interrogation, comme on a eu l'occasion de l'évoquer un peu plus haut. S'agit-il de quelqu'un qui est à l'entrée de la firme, qui va être peut-être recruté? S'agit-il enfin de quelqu'un qui est nouvellement intégré ou au contraire plus ancien dans la firme?
Donc, au-delà des termes de collaborateurs et salariés, il y a cette difficulté, je dirais, qui est liée au positionnement dans le temps et dans l'espace du collaborateur ou du futur collaborateur par rapport à la firme. Il y a une troisième difficulté, ou plus d'ailleurs qu'une difficulté, je dirais un point d'attention à avoir. Dans la définition des cibles, il faut tenir compte, ou il va falloir tenir compte, des autres aspects liés à l'offre et à la demande d'emploi. On a évoqué les aspects géographiques, on a évoqué les aspects de métier, on a évoqué aussi les aspects de niveau, hein, selon la qualification, l'expérience, les niveaux de diplôme, les niveaux de rémunération, etc., ou les fourchettes de rémunération. Mais il va y avoir d'autres aspects qui vont enrichir les micro-marchés du travail, comme je les appelle. Ces aspects pourront par exemple concerner les notions de qualification, concerner et permettre d'affiner les notions de qualification, d'expérience, de métier, etc. Et ainsi déboucher sur des situations particulières en matière d'offres et de demande d'emploi, par exemple des situations de rareté hein, de certains métiers ou des situations mettant en évidence des talents. Donc ça, c'est un point également à prendre en considération. Dans ce contexte-là, l'intérêt majeur de la distinction chronologique et spatiale, c'est la simplicité, qui conduit finalement à définir les cibles selon leur position dans le processus de recrutement ou plus largement d'intégration à la firme. Grâce à ça, on va pouvoir constituer 4 catégories de cibles qui vont appeler des traitements homogènes, sinon identiques. Alors cette réflexion, cette manière de procéder en regroupant les problèmes en catégories pour trouver pour chaque type de problème des solutions homogènes et non pas définir un problème et trouver une solution au cas par cas à chaque fois, c'est une méthode assez courante. Là, on a donc 4 groupes, 4 catégories prédéfinies dont on espère qu'elles vont permettre, moyennant des précisions, moyennant d'affiner les problèmes, permettre de trouver des solutions homogènes, comme je l'indiquais. Donc on a une grande division, une première grande division qui est avant le recrutement et après le recrutement, ou en dehors de la firme et dans la firme, si vous voulez, selon qu'on raisonne en termes chronologiques ou en termes spatial, mais j'ai dit que c'était à peu près la même chose à ce stade du raisonnement. Hein. Avant le recrutement, donc, on a, je dirais, la population cible à attirer. Je le redis, hein, c'est une population qui est à plus ou moins grande distance, entre guillemets, de la firme. C'est donc le point d'interrogation dont on a parlé. Et il va falloir que la firme se fasse connaître à cette population, et souvent de manière précoce. Par exemple, s'il s'agit de jeunes gens ou de jeunes filles qui ne connaissent pas la firme, mais qui peuvent potentiellement être intéressés à terme par un emploi dans la firme. Ça, c'est donc, je dirais, le cercle le plus large. On a, comme je le rappelle, un cercle plus étroit qui sont en quelque sorte les anneaux autour de la planète. Hein, ce sont les candidats à recruter. Cette catégorie va concerner ici les personnes qui sont à l'entrée de la firme, par exemple pour passer des tests ou des entretiens d'embauche, etc. Et puis, après le recrutement, donc on est cette fois avec des collaborateurs qui sont dans la firme, il va falloir que la firme adopte un autre comportement qui se rattache toujours au marketing RH, mais qui n'est plus exactement le même que quand on cherche à attirer ou à recruter des gens. La firme va devoir prendre soin des personnes recrutées pour qu'elles restent attachées à leur emploi. Alors je refais encore le parallèle parce que je pense que c'est un parallèle qu'il faut avoir à l'esprit avec le marketing client. On dit quelquefois qu'on met beaucoup de temps à gagner un client et qu'on met très peu de temps à le perdre. On a ce même raisonnement qu'on peut tenir pour ce qui concerne les collaborateurs. Une fois que le collaborateur est rentré, on pourrait penser qu'il est captif de la firme, ça peut être vrai dans certains cas.
mais il est important pour la firme de ne pas décevoir le collaborateur qu'elle a recruté, comme il est important pour la firme de ne pas décevoir le client qu'elle a recruté, surtout si on est dans un environnement de très très forte concurrence. Alors ça va dépendre des types d'emplois, des types de métiers naturellement, bien sûr des zones géographiques concernées, bien sûr aussi des niveaux de qualification, de rémunération, des niveaux hiérarchiques, etc. Mais on est quand même un tout petit peu dans ce parallèle avec le marketing produit, si vous voulez. Alors dans le cadre que je viens d'évoquer, donc les personnes sont dans la firme. Dans ce cadre, il faut distinguer très schématiquement cette fois deux catégories, un peu en parallèle à ce qu'on a vu avec, dans le cas précédent, des candidats qui étaient, ou des populations cibles à attirer, des candidats à recruter. Ben là, on a également deux catégories. On a ce qu'on appellerait les néo-collaborateurs qu'il faut intégrer. Les néo-collaborateurs sous-entendus qui doivent être intégrés. C'est déjà des éléments de politique à conduire vis-à-vis des néo-collaborateurs. Et on a les collaborateurs plus anciens, et là aussi des éléments de politique qu'il faut, je dirais, bichonner ou chouchouter pour les fidéliser. Et à chaque fois, donc, on détermine 4 catégories, hein, comme je l'ai indiqué, et comme vous le voyez sur la diapositive, qui vont induire 4 types de traitements de marketing ressources humaines. Alors dans cette diapositive, je vous demande de réfléchir à différentes représentations graphiques pour représenter le mieux possible les positions des différentes cibles par rapport à la firme. Donc ça, il suffit de se reporter, enfin il suffit. Vous pouvez vous reporter donc à ce qu'on a dit. Faites ce que vous pouvez, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de mauvaise représentation, hein. L'essentiel, c'est qu'on puisse en discuter.